Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On poursuit notre grand live du voyage loisir avec Paul Chiambaretto. Bonjour Paul. Bonjour François-Xavier. Vous êtes le directeur de la chaire Pégase, la première chaire universitaire dédiée à l'économie et au management du transport aérien. On va parler évidemment d'aérien, vous l'aurez compris, et on va évidemment essayer de savoir quel est l'impact de cette crise du Moyen-Orient sur le secteur, quels sont les gagnants, quels sont les perdants. Sur l'intensité d'abord de cette crise, un chiffre qui va s'afficher derrière vos écrans, vous le voyez, s'afficher moins 3,4%. C'était la baisse du trafic passager mondial en 2026. C'est la première fois depuis le Covid que le trafic aérien mondial baisse. Ce n'est évidemment pas anodin, mais est-ce qu'on peut comparer quand même les deux situations ? Alors, il y a un certain nombre de similitudes entre les deux situations, mais disons qu'on est sur un choc qui est beaucoup plus localisé géographiquement. Ouais. Moins 3% à l'échelle mondiale, c'est relativement faible par rapport aux moins 60% qu'on a connus pendant le Covid. Donc, on est en termes d'ordre de grandeur, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. En revanche, sur la zone du Moyen-Orient, là, pour le coup, on est plutôt autour des moins 50, moins 60%. Donc, l'impact est un peu différent. En revanche, en termes de choc pour les compagnies aériennes, plutôt choc financier, en termes de comportement des passagers aériens, il y a un certain nombre de similitudes qui peuvent être intéressantes à creuser. Oui, c'est vrai. IATA a sorti ses derniers chiffres là il y a quelques jours en disant que les bénéfices des compagnies aériennes allaient s'effondrer. Alors, elles vont continuer à gagner de l'argent quand même cette année, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que là où elles faisaient 45 milliards, elles ne feront plus que 23 milliards. Au final, le chiffre d'affaires quand même va continuer aussi à augmenter légèrement. Donc c'est pas la catastrophe. On peut pas dire que ce soit la catastrophe, Paul. Alors en fait, le problème des chiffres de IATA, c'est que c'est une moyenne. Oui, c'est ça. Qui va regrouper des compagnies aériennes qui sont très différentes. Une compagnie aérienne qui fait du domestique en Inde ou qui fait du domestique en Chine, elle n'est absolument pas impactée, éventuellement un tout petit peu sur le cours du kérosène, mais ça va pas impacter sa demande. En revanche, une compagnie du Golfe, ou une compagnie qui était très dépendante de la zone Moyen-Orient, Afrique ou vers l'Asie, pour le coup, elles sont beaucoup plus fortement impactées. Donc, il faut faire attention derrière ce chiffre moyen, mais en effet, les prévisions qui sont faites pour IATA pour l'année 2026 sont plutôt optimistes, entre guillemets. Ce qui est compliqué, moi, je trouve, dans ces prévisions, c'est d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire qu'on est... contrairement à la pandémie, dans une situation où le contexte géopolitique, il peut s'améliorer du jour au lendemain, s'aggraver du jour au lendemain, donc il y a beaucoup moins de visibilité à court ou moyen terme. Oui. Alors c'est vrai que vous le disiez, il y a des perdants, les fameuses compagnies du Golfe. Est-ce que c'est la fin d'un modèle, ce modèle de hub qui permettait de rejoindre plusieurs continents? Est-ce que c'est la fin de ce modèle pour ces compagnies-là? Alors, pas nécessairement. Moi, j'ai tendance à croire... Alors déjà, les compagnies du Golfe, c'est une catégorie qui englobe des compagnies très différentes. Un acteur comme Emirates, par exemple, va avoir une grosse partie de ses passagers qui vont s'arrêter véritablement à Dubaï. C'est leur destination finale parce que Dubaï est une ville attractive. Ce qui n'est pas le cas d'un acteur comme Qatar Airways, par exemple, qui a beaucoup plus de passagers en correspondance. Donc le modèle économique n'est pas forcément le même. Puis il y a un autre acteur qui est près du Golfe, entre guillemets, et qui pour le coup est le grand gagnant, c'est Turkish, finalement, parce que en étant à la fois très bien placé entre l'Europe et l'Asie, en n'étant pas exactement au Moyen-Orient, en étant plus haut que le front, et finalement en ayant une vraie politique volontariste de la part de l'État turc, en fait, tire son épingle du jeu. On rajoute à ça le fait que les Turcs ont le droit de survoler la Turquie et finalement peuvent aussi s'approvisionner... ont le droit de survoler la Russie. La Russie, c'est ça. Et ont le droit en plus de s'approvisionner en kérosène russe, en pétrole russe qui après va être transformé en sacré avantage. Sacré avantage par rapport aux compagnies aériennes européennes. Le modèle va-t-il pour autant s'effondrer? À titre personnel, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que le jour où cette crise sera derrière nous, et ce sera le cas à un moment ou à un autre, ce qui caractérise quand même les pays du Golfe, c'est une très forte intégration entre l'État, les compagnies aériennes, le monde hôtelier, et un véritable volontarisme politique qu'on n'a pas forcément autant en Europe. Et donc, lorsqu'on voudra relancer le tourisme aux Émirats Arabes Unis, il y aura une très bonne articulation entre l'État, les compagnies, les hôteliers. Et pour le coup, il y aura à nouveau de la compétitivité. Oui, donc il y aura forcément un retour, en tout cas quand les choses se calmeront. Turkish Airlines, donc grand gagnant pour vous de cette crise? À court terme, grand gagnant. Turkish Airlines, quand même, c'est une des compagnies aériennes qui monte le plus
dans les statistiques, que ce soit en nombre de passagers, c'est celle qui pique le plus de parts de marché, au final, aux compagnies aériennes européennes. Parce que le détour est un peu moins long pour aller en Asie que lorsqu'on passe par un Dubaï ou par un Doha. L'aéroport d'Istanbul est un très gros aéroport qui s'est retrouvé par exemple dans les années qui ont suivi le Covid comme étant le premier aéroport d'Europe, devant Paris et Londres. Donc, avec des travaux, je crois, en plus. Avec des travaux, absolument. Donc, et une très forte volonté de l'État turc de développer le tourisme sur place. C'est ça. Et c'est malheureusement ce qui pêche souvent en Europe, c'est la capacité à soutenir la filière tant aérienne que touristique et à les amener à travailler ensemble. Et ça, nous, Européens, on a un peu de mal à faire ça. Dans le cadre finalement des pays du Golfe ou en Turquie, il y a beaucoup plus de volontarisme et ça se voit aussi dans leur performance. Il y a aussi, alors, je dirais pas des perdants, mais en tout cas des compagnies fragilisées, c'est les compagnies low cost. On a vu avec surprise évidemment ce qui s'est passé avec EasyJet, qui était annoncé être possiblement en vente, évidemment. Alors, son capital est fragilisé dans une période comme celle-ci, donc elle peut être la proie de prédateurs. Mais c'est vrai que c'était étonnant. On ne s'attendait pas à ce qu'EasyJet en fasse partie. Alors, on n'imaginait pas que EasyJet ferait la cible finalement de tentatives de rachat. On ne sait pas pour l'instant ce que ça va donner à l'instant où on parle. Mais disons que, alors, les low cost, en tout cas les low cost européennes, elles ont été relativement bien protégées au tout début de la crise parce que structurellement, elles ont plutôt une bonne stratégie de couverture carburant. Donc, elles ont acheté du carburant à l'avance et elles ont pu absorber le choc. Le problème, c'est que ce n'est pas un choc conjoncturel de quelques jours, quelques semaines. C'est un choc qui dure de plus en plus. Là, on a passé plusieurs mois. Peut-être que ça va durer un semestre, une année. Et là, pour le coup, les compagnies low cost, elles sont plus vulnérables à ces chocs énergétiques que les compagnies traditionnelles parce que le carburant, c'est en pourcentage une plus grosse part de leur coût. Il y a certains acteurs qui sont un peu limites en termes de rentabilité. Il y avait des rumeurs, par exemple, autour de Wizz Air, la compagnie hongroise. On pouvait s'interroger un peu dessus. Mais c'est vrai que là, pour le coup, EasyJet, ce serait... alors, à titre individuel, je ne l'avais pas du tout identifié. J'imagine. Mais je pense comme la majorité des acteurs. Ce qui est intéressant quand on voit un peu l'opération, c'est qu'on voit qu'il y a aussi MSC, l'opérateur mi-cargo, mi-croisière qui a envie d'aller dedans. Ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de prendre des parts dans une compagnie puisqu'ils avaient voulu aussi rentrer chez les Italiens. Et finalement, c'est Lufthansa qui a gagné. Donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ce que j'en retiens finalement, c'est que ça plaide de plus en plus pour des frontières qui sont de plus en plus floues entre le monde de l'aérien et les autres acteurs du secteur. Ça, c'est que finalement, il n'y a peut-être plus que des compagnies aériennes qui investissent dedans, peut-être que des acteurs de la logistique vont rentrer dans l'aérien. On a eu le cas avec CMA CGM qui a décidé, après tout, de créer sa compagnie aérienne, sur le cargo. Mais malgré tout, on avait MSC qui avait voulu le faire avec les Italiens. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un secteur aérien où on gagne peu d'argent, dans l'absolu. On rappelle que les marges sont très faibles. Les marges sont très très faibles. On parle de moins de 10 € par passager en moyen. Donc c'est très très peu. Et à l'inverse, il y a d'autres secteurs qui ont gagné beaucoup d'argent, en particulier dans le secteur de la logistique. Et finalement, il y a des synergies peut-être à créer entre les deux. Donc, c'est pas absurde de voir finalement des acteurs non aériens venir peut-être prendre des parts dans des acteurs aériens. Ça c'est intéressant. Et alors ça se double aussi d'un autre phénomène, j'imagine, peut-être la consolidation qui devrait s'accélérer. On entend pas mal de bruit aujourd'hui. Alors, on est post-Covid dans une situation qui est assez extraordinaire. De toute façon, chaque crise fait des gagnants et des perdants, comme vous le disiez avec justesse. Et les perdants font pas forcément faillite, mais deviennent plutôt les proies pour des rachats par d'autres compagnies aériennes. Pendant le Covid, on a eu quelques cas comme ça. Scandinavian, par exemple, avec des difficultés financières. Finalement, Air France-KLM a sauté sur cette occasion pour finalement les intégrer. TAP a eu des difficultés financières. Là, il y a des projets de prise de participation. Alors, on ne sait pas par qui. Alors, voilà. Air France est dessus, Lufthansa aussi. Air Europa avait des difficultés. Finalement, c'est Turkish qui les a récupérés. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait finalement plus de victimes, ou en tout cas de proies un peu fragiles, et c'est le moment peut-être de les racheter. Avec quand même une petite limite, c'est que
le secteur aérien, en tout cas en Europe, est de plus en plus concentré. Ouais. Et à un moment, en Europe, on a une vision quand même qui est très protectrice des consommateurs. Avec une vision très stricte du droit de la concurrence. On est moins dans une optique industrielle, on est plus dans une optique droit de protection des passagers. Et donc, résultat, peut-être que certaines acquisitions ne seraient pas autorisées. Un exemple, IAG, qui regroupe Iberia, Vueling, British Airways, avait des intérêts pour Air Europa. On leur a fait comprendre que, en fait, sur certaines routes, en particulier en Espagne, ils auraient plus de 90% de part de marché. Ça, c'est pas possible. Et que ce n'était pas possible. Donc, quand bien même il y aurait une volonté stratégique de la part de certaines compagnies, le cadre légal pourrait limiter l'intensité de cette concentration. Mais ça, c'est intéressant. Si on se met à la place du consommateur maintenant, il y a évidemment le volet prix qui est important. Alors, on se disait avec cette crise, les tarifs aériens vont s'envoler, ça va être terrible, ça va devenir inaccessible. Regardez les chiffres qui vont s'afficher sur votre écran. Ce sont des chiffres qui sont donnés par l'écotouristique en collaboration avec Digitrips. Et vous allez voir que les tarifs aériens en avril baisse de 1%, normalement ça devrait s'afficher, voilà. Il baisse de 1% en avril, le moyen courrier surtout est concerné, à moins 3,3%, et le long courrier augmente du fait des surcharges, très clairement, les fameuses surcharges carburant, donc de 3%, mais on voit que c'est quand même plus mitigé que ça. La fameuse hausse des tarifs que tout le monde craignait, Paul, on voit que c'est quand même plus nuancé au final. Alors, c'est assez surprenant cette baisse de tarifs. Finalement, le tarif d'une compagnie aérienne, c'est quoi? C'est la rencontre entre une offre qui dépend de ses coûts. Et donc là, pour le coup, les coûts des compagnies aériennes ont augmenté. Le kérosène a globalement pris 70%. C'est 30% des coûts d'une compagnie. Donc ça veut dire que les coûts de nos compagnies ont augmenté d'une vingtaine de pourcents. Donc normalement, les prix, en tout cas le prix taqué, devrait augmenter. Le problème, c'est que le deuxième facteur, c'est la demande. Oui, c'est ça. Et là, finalement, on se rend compte que la problématique principale qu'ont les compagnies aériennes, c'est qu'il n'y a plus assez de demande. Donc, ils n'arrivent pas à remplir leurs avions. Ils n'arrivent plus à remplir leurs avions, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à les remplir suffisamment vite. Ce qui caractérise en ce moment considérablement la demande. C'est le cas aussi dans les autres secteurs du tourisme, d'ailleurs, mais c'est très fort dans l'aérien, c'est énormément d'attentisme. J'attends jusqu'à la dernière minute pour réserver, parce que je ne sais pas comment la conjoncture géopolitique va évoluer. Je ne sais pas comment la conjoncture macroéconomique de mon pays va évoluer. Est-ce que mon entreprise va avoir des difficultés? Est-ce que je vais être payé à la fin du mois? Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Donc, il y a beaucoup d'attentes, d'une certaine façon, de la part des passagers. Et finalement, les services de pricing, de revenue management des compagnies aériennes, elles se rendent compte que leur avion se remplit plus lentement que prévu. Et donc, pour essayer de le remplir plus vite, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent les prix. Donc, c'est très mécanistique. Le problème qu'on a, et c'est là que c'est problématique, c'est qu'on a des coûts qui augmentent, des recettes qui baissent, donc des marges qui fondent, et probablement des marges qui deviendront négatives. Clairement. Et c'est là, encore une fois, que dans la moyenne de IATA, oui, au global, on peut imaginer des marges qui restent positives, plus faibles, mais positives. Mais on va avoir des compagnies aériennes qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre et qui, pour le coup, vont tomber dans des marges négatives. Et là, ce qu'elles font, finalement, c'est après dire « j'arrête telle ou telle route ». Parce qu'elle n'est plus rentable. Alors, il y a ce phénomène. Et un dernier phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène de report aussi vers certaines valeurs refuges, destinations refuges. Par exemple, les Caraïbes, en ce moment, profitent bien d'un certain nombre de difficultés dans l'océan Indien, parce qu'il y a des passagers qui ne peuvent plus aller dans l'océan Indien parce qu'il y a moins d'offres à cause des compagnies des Golfe qui sont moins, attractifs pour ces passagers et vont dire, je vais partir au soleil ailleurs, aux Caraïbes, et là, pour le coup, les prix augmentent. Donc, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des écarts entre moyens et c'est ça, il faut faire attention. Il faut faire attention, mais il peut y avoir, en effet, des effets d'aubaine pour les consommateurs pour cet été, en effet, profiter de réductions qui peuvent les décider à passer le pas. Absolument. Deux questions pour finir. Une première, vous me disiez, en effet, que on avait des risques d'annulation de vol. Je voulais revenir sur la communication des compagnies aériennes qui a été peut-être un peu trop catastrophiste au départ. Elles nous ont dit, oh là là, on va être obligé d'annuler des vols. Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et oh là là, il va y avoir une pénurie de kérosène, attention. On sent que là, elles ont vu qu'elles sont allées un peu loin dans cette communication-là et
On a vu un rétropédalage. A priori, le risque est écarté. Rassurez-nous, Paul. Alors, moi, à titre personnel, je n'ai pas forcément d'éléments concernant l'état des stocks, mais il y a un consensus dans le secteur, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des associations sectorielles, pour dire que le risque de pénurie de kérosène, il n'est pas présent à minima jusqu'à la fin de l'été. Ouais. Pourquoi est-ce que les compagnies ont eu un discours un peu catastrophiste au début ? Je pense qu'elles ont vécu une période qui était assez faste en 2024, en 2025, mais elles ont aussi vécu des contraintes supplémentaires, par exemple avec de nouvelles taxes. On peut penser à la hausse de la TSBA, la taxe sur les billets d'avion, mi-2025. Et donc, résultat, avoir un discours un peu catastrophiste, c'était aussi de dire, mais attention... faisons attention à ne pas rajouter de nouvelles taxes, faisons attention à ne pas créer de contraintes supplémentaires. C'était faire pression sur les pouvoirs publics. C'était aussi un peu faire pression sur les pouvoirs publics, probablement. Ouais. Le problème, c'est que ce discours, il a été entendu par les consommateurs et que ça leur a fait peur et que ça crée une sorte de cercle vicieux. Avec finalement des passagers qui se sont dit « Oh, mais si je ne suis pas sûr d'avoir mon vol, je vais attendre jusqu'à la dernière minute pour le réserver. » Le problème, c'est qu'en faisant ça, les compagnies aériennes se sont rendues compte qu'il n'y avait pas assez de passagers dans leur avion et donc elles ont préféré annuler le vol, donnant raison aux passagers. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, résultat, il y a un côté prophétie autoréalisatrice qui était un peu problématique. Ce cercle vicieux, on l'a connu pendant le Covid. Et il fallait absolument essayer de le casser. Et là, pour le coup, il y a eu des annonces qui ont été faites la semaine dernière, entre autres Air France KLM, Transavia, avec des systèmes de billets qui sont totalement flexibles, sans surcoût. Et qui est une façon de recréer une sorte de relation de confiance entre les passagers aériens et les compagnies. Ça peut évidemment, là aussi, décider les consommateurs à passer à l'acte et à partir cet été. C'est plutôt une bonne chose. Dernière question. Évidemment, on voit la difficulté pour le transport aérien d'être dépendant d'une énergie fossile comme le kérosène. Est-ce que cette crise peut donner un petit coup d'accélérateur à la décarbonation du secteur? Alors, elle peut avoir deux effets qui sont contradictoires. Le premier effet consiste à dire que finalement, en réduisant les profits des compagnies aériennes, elle réduit leur capacité à investir dans de nouveaux avions, dans des moteurs qui sont plus efficients. Et donc, ça pourrait la ralentir. Ça, c'est la première approche qui est un peu pessimiste. La deuxième approche, finalement, c'est de se dire que l'écart de prix entre le kérosène et les SAF, les carburants d'aviation durable, n'a jamais été aussi faible. Avant, on était plutôt sur un ratio de 1/3, 1/4. Là, on est sur du 1, 1,5. Donc, finalement, le SAF devient une alternative qui devient intéressante, en particulier dans une hypothèse de contrainte sur l'offre de kérosène, par exemple, ou autre. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça pose une question, moi, je trouve, qui est plutôt à long terme de souveraineté. On se rend compte, en effet, que nous, compagnies aériennes européennes, on est très dépendantes, d'une certaine façon, du kérosène, en particulier du kérosène qui vient du Moyen-Orient. Le SAF a cet avantage de pouvoir être produit partout. On ne l'extrait pas du sol d'une certaine façon, donc on peut le produire en France et ça nous permettrait de gagner en autonomie. Exactement. Et ça devient un sujet stratégique, un sujet de souveraineté. Et ça implique aussi probablement un peu plus de volontarisme de l'État là-dessus. Très clairement, il y a une volonté politique en effet derrière tout ça. Paul, un grand merci pour cette vision globale du secteur, c'était très intéressant. On se retrouve dans quelques minutes avec nos amis agents de voyage, comment elles voient leur métier en 2026, ce sera passionnant, évidemment, j'en suis sûr, restez avec nous, à tout de suite.